Quand la terre s'éteignit, les dieux qui volaient autour vinrent se poser sur elle. Ils la voyaient flottant dans l'abîme, comme une orange verte qui fumait encore un peu par-ci par-là. Ils attendaient ce moment avec impatience. Ils se mirent à tourner en rond, leurs ailes étendues, raides comme du fer, le corps à la fois soutenu et abandonné, comme celui du nageur qui fait la planche. À chaque tour, ils se rapprochaient un peu, car les dieux sont prudents, ce sont eux qui habitent ce qu'on appelle le vide, où l'on n'a de ressources qu'en soi. C'est pour cela qu'ils sont dieux. Quand à force de tours et de tours, il n'y eut plus d'abîme sous eux, mais une large plaque de matière, c'est-à-dire quand les horizons furent construits, les dieux prirent la forme d'un Y, les ailes relevées pour permettre de freiner la descente en fil à plomb, le corps pendant, les pieds tendus vers cette matière sur laquelle on pouvait enfin s'appuyer, et ils se posèrent. Ils furent ravis de la fraîcheur des prés sous leurs pieds. Le blanc des pâquerettes les rassura tout à fait. Les dieux sont lourds, mais ils ont une souplesse qui porte leur poids. Ils replièrent leurs ailes. Les uns en firent un petit bagage spirituel, comme Mercure. D'autres, une artillerie, comme Jupiter. D'autres, des chevelures, comme Vénus, ou du cant anglais comme Artémis, de la bourgeoisie comme Junon, ou des erreurs comme Vulcain, de l'ombre comme Perséphone, de la sensibilité comme le Bouddha Gautama, de la curiosité, et par conséquent, le monde des désirs, le monde des formes pures, au-delà des désirs, et même le monde sans forme. Ainsi s'adaptèrent à la matière les ailes qui jusque-là avaient soutenu les dieux dans le vide. Il n'y avait plus qu'à marcher. Ce qui somme toute est assez difficile pour qui jusque-là n'a fait que planer. C'est bien beau de replier ses ailes et de devenir créateur. Mais il ne suffit plus de se laisser glisser sur les pentes. Le poids qui envole les moteurs est ici-bas encre de miséricorde. Or, le monde était au-delà. Entendons-nous, il y avait un monde sur place, mais ce n'était pas celui de la curiosité. De la curiosité qu'avait suscité l'orange verte, à peine éteinte, encore fumante, flottant au sein de l'abîme. Connaître le monde sur place n'était pas très différent de ce qu'avaient fait les dieux jusque-là. C'était, par un biais, se servir encore de son poids comme moteur, se planter, grâce à lui comme un pieu, dans la terre encore molle, s'y enraciner
La foudre le fait, c'est donc un chemin qu'un dieu peut prendre. Pousser des ramures de sang au fond des espaces où le vide a un goût exquis. Le temps qui n'est nulle part était dans les veines et les artères. Il y avait eu des veines et des artères à partir du moment où il y avait eu curiosité. Mais il était surtout dans les feuilles des arbres. C'est là qu'on le voyait. Il était d'abord un point sur l'écorce, puis un bourgeon, puis une feuille grise, puis une feuille verte, puis une feuille rouge, puis la feuille tombait, et il était à nouveau un point sur l'écorce. Et les apparences se composaient, qui était un théâtre. Les troupeaux de hêtres descendaient des montagnes, accompagnaient les torrents, se répandaient dans les plaines. Il faisait froid. Le matin se levait sur les forêts givrées. Alors, la lumière n'a plus de nom. Dès qu'une feuille est née, c'est le vent qui n'a plus de nom, et le ciel n'en a plus guère. Dès que la feuille est morte, c'est l'espoir qui n'a plus de nom. Quand la forêt reprend son immobilité d'hiver, les noms reviennent à leur place, mais ils ont changé de sens. C'est à travers ces forêts que les dieux traçaient leur route. Depuis longtemps, ils étaient d'ailleurs devenus des hommes, c'est-à-dire qu'ils étaient soumis à la conjugaison des verbes. Ils s'aperçurent que les jours travaillaient. C'était cette fois une découverte qui engageait l'avenir. L'eau avait couvert ses rives de racines et de graines qu'elle avait gardées vivantes et qu'elle arrosait. Un bois profond en était sorti. Il avait lui-même essaimé jusqu'aux montagnes, jusqu'aux océans. Les forêts couvraient la terre. Un soir, sur une de ces rives, une fumée s'éleva. Depuis la fumée des volcans qui s'étaient éteints ou raréfiés, c'était la première. Elle annonçait la suite des transformations.
Le jour levant éclaira quelques arbres abattus et le blanc d'un peu de terre nue. Le soir, la fumée qui s'éleva fut un peu plus épaisse. Le jour d'après, un peu plus de terre était nue. Un jour, vers midi, cette terre nue devint rouge. Elle n'était pas encore entièrement rouge, elle le devenait au fur et à mesure qu'un araire la parcourait de long en large. Puis d'autres fumées s'élevèrent. Elle n'attendait même pas le soir. Enfin, on vit de nuit et de jour rougeoyer partout le brasier des écobuages. À peine les cendres étaient-elles aplaties que les araires se mettaient de toutes parts à naviguer sur la terre nue. L'univers était en train de perfectionner ses miracles. Les forêts reculaient. Elles avaient beau remuer les sortilèges, inspirer le pilier et l'arc romain aux architectes, changer le vent en murmure, la lumière en reflet, décomposer, recomposer les apparences, mettre du vague à l'âme, creuser leurs échos, lâcher leurs sorciers et leurs daims, s'ouvrir et se fermer comme un éventail sur Lancelot et Galahad, elles étaient abattues et brûlées, et leurs cendres mêlées à la terre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les directions de la Rose des Vents, les araires naviguaient par monts et par vaux, par plaines, par malaisés détroits, indifférents à la surréalité, attentifs à bien mélanger l'engrais en route vers toutes les aventures de la matière. C'est ainsi que furent composées la campagne de Mantoue, les collines de Delphes, les vergers de Séville, les oliveraies de Carthage, entre autres, et pour ne citer que les Jocondes. Quand on vient, par exemple, sur la route de Nogara, tout de suite après Casteldario, on entre dans une harmonie. Les formes y ont le même goût que la musique. On s'aperçoit que l'araire primitif est devenu un moyen d'expression, que le premier homme ou Dieu, qui a écobué 1 mètre carré de forêt, un soir, au bord d'un fleuve, a commencé l'écriture d'un traité d'abstraction, qu'on écrit avec des araires, des charrues, des tracteurs, qu'on construit avec des graines et des pépinières, que la nécessité est un dramaturge extraordinaire. Que le corps et l'esprit ne sont pas divisés. Quand on descend du poste forestier de Spiridion à Delphes, ou simplement, en ayant pénétré dans la vallée de l'Ouvèze, on arrive dans la Drôme française aux abords de Buis-les-Baronnies, on est environné d'un théâtre de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Tout peut se jouer sur cette scène. Tout s'est joué, depuis Échille jusqu'à Retz. De Delphes à Buis-les-Baronnies, dans les collines du Haut-Var, où sur des gradins une humanité de velours cultive des oliviers, des vignes à vin sec et les roses,
l'âme des dieux s'est exprimée avec l'arère et l'anneau. Quand je dis l'arère et l'anneau, ce n'est pas pour donner une belle fin à la phrase. Cela pourrait être, et c'est, le bulldozer et la charrue tractée. D'ailleurs, à Delphes, à Buis-les-Baronnies, dans les collines du Haut-Var, dans les vergers de Séville, ces subtilités et ces variations de l'esprit s'expriment avec des moyens mécaniques. On voit tanguer, on entend ronronner et parfois s'enrager des engins qui ont la gaucherie, l'adresse et le pied mou des Cro-Magnons. Mais quels qu'ils soient, ce sont des arères, des nous, des outils qui se sont légèrement transformés et qui se transformeront encore, toujours légèrement, mais qui viennent tous du moment où on s'est aperçu que le grain devait mourir pour renaître. On n'oubliera pas de sitôt ce moment-là. Il a donné le pain et la poire d'angoisse. On a su que désormais on serait nourri et désespéré. Qu'il faudrait, se pliant aux lois de ce qu'on avait cru être une orange verte flottant dans l'abîme, vivre et mourir. Mêler les cendres de la terre. C'est bien beau quand on tient le manche de l'arère ou le volant de la mécanique. Mais il est dit qu'on devient cendre. La curiosité était devenue intéressée. Toutes les cosmogonies font un jour descendre les vivants terrifiés, mais curieux, dans le séjour des morts. Descendre. Car comme on met le grain dans la terre, c'est dans la terre qu'on met le corps privé d'âme. J'imagine qu'au début, après avoir ainsi planté ou semé un cadavre, on a attendu pour voir le corps qui en sortirait. On a vu que l'herbe ou l'arbre. On n'a pas fait le rapport, tout de suite en tout cas. La magie l'a fait après. On s'est dit que, puisque le corps ne repoussait pas, c'est qu'il avait en bas trouvé un lieu à sa convenance, ou qu'il y était prisonnier, ou qu'il y expiait ses fautes, car entre-temps, ayant découvert la mort, les dieux ont découvert la faute. De là à essayer d'aller y voir, la curiosité s'est mise à creuser des routes dans la terre après en avoir tracé à la surface et avant de penser à en projeter dans le ciel. Ce qui vient de la même angoisse. On commença donc à pointer vers le sol les armes de la guerre et de la chasse. Les armes de l'agriculture s'immobilisèrent. Au lieu de navigants araires, la pioche et la pelle frappèrent et grattèrent dans un trou. C'était le même trou, le même fossé qu'on avait creusé d'abord pour enterrer le cadavre. On ne faisait que le creuser un peu plus profond, puis beaucoup plus profond, à la recherche de raisons d'espérer. Chaque fois qu'on cherche des raisons d'espérer, c'est autre chose qu'on trouve, dont on fait sur le champ des raisons d'espérer, ou tout au moins des raisons de vivre.